c'est très exactement un roman feuilleton. Bon, ça suit un petit peu le code du roman feuilleton, mais enfin c'est une forme très très désuète, le roman feuilleton, donc je l'ai adapté à mes envies. Il y a un suspense réel ou simulé, disons. Il y a toujours un petit mystère à la fin, quelquefois dérisoire, de chaque chapitre, je veux dire. Et puis c'est un roman feuilleton aussi par le côté, comment dire, un peu rocambolesque, les petites mésaventures apparemment sans queue ni tête, qui se relient petit à petit entre elles, qui forment quand même finalement une intrigue assez cohérente, mais au départ qui a l'air d'être une suite d'accidents, voilà, de petits accidents de la vie. Et ça se passe dans un univers très très banal, quotidien et contemporain, où donc le mystère est un peu artificiellement créé, peut-être par la curiosité comment appeler ça, et la manie de l'interprétation, disons, de l'héroïne principale, qui a tendance à avoir des énigmes partout, à tort ou à raison. Alors, heureusement, il y en a quand même, la principale énigme est vraie, enfin il y a vraiment une espèce de complot, un peu comme dans Après vous. Mais en même temps, c'est un personnage inquiet qui donc se méfie de son entourage et déchiffre ce qu'elle croit être des secrets un petit peu partout autour d'elle. Et notamment autour de ses voisins immédiats, avec lesquels elle se trouve de plus en plus liée, bien malgré elle en fait. Tout est autour d'une seule personne, c'est une jeune fille, on voit un peu les choses par ses yeux pratiquement tout le temps, sauf au moment où vraiment elle devient trop folle pour qu'on pénètre son esprit. Il y a juste un petit moment comme ça d'éloignement où elle paraît s'enfermer dans le délire, mais sinon c'est son point de vue qu'on épouse. Et c'est une jeune fille à la fois timide et mélancolique, et à qui a priori il n'arrive rien, il ne peut rien arriver justement parce qu'elle est très en retrait. Et puis, par une espèce d'effet de compensation, peut-être elle se jette dans une histoire, la première histoire finalement qu'elle voit se dessiner, et ça l'amène de la dépression profonde, quasi suicidaire, à un mariage précipité, à une rencontre de beaucoup de personnes d'un coup, et à une espèce de surchauffe, et puis à une rechute dans un délire de persécution domestique, c'est-à-dire qu'elle décide de devenir femme au foyer idéale, elle décide de devenir une bonne épouse, de façon un peu intempestive, quoi, parce que c'est pas la mode, enfin c'est pas l'époque, et là elle implose littéralement. Et puis elle s'aperçoit après cette crise, que peut-être tout n'était pas seulement psychologique, mais qu'il y avait aussi une drôle de hantise dans son mariage, dans la famille, sa belle famille. Et là elle se met à enquêter, et l'histoire devient vraiment policière, parce que de fait il y a des secrets, il y a des activités plus ou moins illicites, et en tout cas maintenue dans l'ombre, qu'elle dévoile petit à petit à travers des choses qui peuvent apparaître presque surnaturelles, mais qui en fait ne le sont pas, c'est-à-dire des messages anonymes qui lui viennent du ciel, des coïncidences étonnantes, des amitiés bizarres, des gens qu'elle reconnaît alors que ce ne sont pas les mêmes, et en fait qui sont liés entre eux. Donc elle rentre dans un univers de complot, un petit peu, de comploteurs, mais où réellement il se passe des choses. Ça n'est plus seulement son propre angoisse, sa propre inquiétude qui produit tout ça, mais c'est réellement la réalité de son entourage, quoi. Puis des choses vraiment concrètes, sociales, économiques même, des histoires d'argent. Il y a une espèce d'ironie étrange dans son histoire, c'est que pour s'échapper de son petit enfermement, finalement elle retombe dans quelque chose qui resserre encore plus ses liens avec l'endroit où elle est, et elle épouse effectivement la famille de ses voisins, et de ses voisins qui en plus sont
comment dire, produisent des nuisances. C'est des voisins qui se disputent violemment, qui l'inquiètent et qui l'empêchent de dormir. Et finalement, elle se retrouve plus enfermée qu'avant, encombrée avec son mari, ses affaires, etc. Et donc assez vite, comment dire, il y a une espèce de trop-plein, quoi. Quand elle veut bien faire le ménage, elle se heurte à une espèce de résistance passive des objets de plus en plus forte. Et ce qui était le plus familier, le plus rassurant, devient, un peu comme dans l'histoire de Poltergeist, finalement, devient très très menaçant. Et elle finit par être littéralement attaquée par son intérieur, quoi. L'intérieur se révolte et vomit littéralement tout ce qu'elle essaye de garder à distance. Alors ça, c'est une chose qui pourrait être plutôt psychologique en apparence, mais en fait, très vite, ces histoires d'appartements débouchent sur des questions aussi de rente, d'investissement, de boursicotage. Et bon, j'ai commencé à écrire ce livre dans les années 2006-2007, c'était avant la grande crise financière, mais on parlait beaucoup déjà de ces petits bourgeois ou moyens bourgeois qui accédaient à la spéculation boursière d'une certaine façon, en ayant des actions, des obligations, en participant à des fonds de pension, etc. Donc cette activité un peu dérisoire est en même temps directement en prise avec les lois du grand marché mondial, quoi, et la violence qu'elles produisent, qu'elles impliquent. C'est une comédie, et puis c'est une comédie aussi du point de vue de la forme, c'est-à-dire que c'est beaucoup des dialogues en fait, hein, c'est beaucoup des situations dialoguées, pas seulement, mais c'est des situations, quoi. Moi, ce qui m'a intéressé dans tout ça, c'est la série de situations que ça produisait, et des situations qui peuvent être assez extrêmes, mais drôles quand même. Le milieu louche dans lequel ça se déroule, c'est celui de la distribution des fruits rouges. Et donc, il y a une guerre commerciale d'abord, mais qui devient politique, entre les distributeurs de certains fruits et les distributeurs de fruits rivaux, finalement. Et puis, au centre de ça, il y a un parti qui s'est créé sur de bonnes intentions au départ, mais qui est un parti qui lutte contre le kiwi, et qui est donc qui fait l'objet à la fois de convoitises et de négociations dans la guerre économique de la distribution des fruits. Alors c'est à la fois complètement dérisoire, cette affaire de fruits, parce que c'est l'innocence même, évidemment, les fraises, les framboises, on n'associe pas ça avec les crimes de sang ou avec la violence politique. Et en même temps, c'est sérieux. J'écris pas avec une intention de message politique. Je n'essaie pas de dire quelque chose ou de prendre une position politique, explicite. C'est plutôt que la fiction se déroule dans l'environnement qui est le mien, mentalement en tout cas, qui est très politique. Alors après, je ne sais pas, je dirais que chaque pôle et chaque personnage, chaque position dans cette histoire est assez ambiguë. Il n'y a pas des bons et des méchants. Le parti anti-kiwi, par exemple, est à la fois ridicule, pas antipathique. Peut-être qu'il est victime d'une certaine naïveté. C'est plutôt l'hypocrisie, l'ambiguïté, la façon dont les choses et les positions peuvent ne pas être ce qu'elles semblent, je crois, qui m'intéresse et qui m'attire dans la réalité politique. Dans la part, finalement, qui était qu'est-ce que c'est qu'être chez soi, qu'habiter chez soi, quel est le rapport entre l'habitation et la propriété, ou la location, ou la dépendance économique, etc. Et effectivement, ça se retrouve différemment dans les deux histoires, avec en plus dans Kiwi l'idée du mariage et du retour à la maison, qui n'est pas du tout présente dans l'autre, c'est-à-dire que paradoxalement, le mariage qui doit être un acte d'indépendance adulte,
En l'occurrence, on s'aperçoit au cours de l'histoire, je ne vais pas dévoiler les trucs, que c'est aussi un détour, ça peut être un détour pour rentrer en enfance, retourner en enfance et retourner chez ses parents finalement, puisque d'une certaine façon ils habitent presque chez leurs parents, enfin chez ses parents à lui. Donc là, l'immobilier a aussi un sens vraiment très, qui dépasse beaucoup l'immobilier stricto sensu, c'est le foyer, le retour, le familier, le berceau familial, voilà, comment s'en éloigner, sans le quitter, etc. Des rires, hein, je ne décide pas d'essayer de faire des choses drôles, mais ce qui est vrai, c'est que j'écris, surtout dans les romans, des choses qui moi-même m'amusent. Et donc, finalement, je crois que je suis toujours attiré par des situations embarrassantes, un peu grotesques, gênantes, et donc qu'on peut voir comme drôle aussi, comme ridicule. Ça c'est vrai, c'est ça qui m'attire finalement. C'est même plus que de l'amusement, c'est ça qui m'excite, quoi. C'est d'arriver à cette gêne où le rire est toujours proche, enfin possible. Je ne me situe pas du tout dans un univers vraisemblable. Voilà. La vraisemblance me laisse complètement indifférent. J'ai envie au contraire de pousser les situations à chaque fois vers ce qu'elles peuvent produire, alors qu'on peut imaginer, donc du côté de l'imagination, de la fantaisie, mais des possibilités qui sont là quand même, et qui surgissent vraiment dans la réalité, en tout cas telle que j'en fais expérience. Donc je ne cherche pas non plus à inventer des choses abracadabrantes, je me laisse simplement guider par les possibilités quelquefois folles qui apparaissent dans des choses que je vois, qui m'arrivent, qui arrivent autour de moi. Je n'ai pas d'autre source d'inspiration que la réalité, simplement, voilà, la réalité est pour moi un point de départ et pas quelque chose dont j'ai une idée et que je voudrais transmettre. Pas vu du tout au début, bien que je pratique le dessin maintenant assez régulièrement et en association toujours avec l'écriture. Alors là, finalement, j'ai décidé de l'illustrer très systématiquement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dessins, il y a un dessin par chapitre et même un peu plus, donc ça en fait une bonne soixantaine. À partir du moment où j'ai compris que les dessins pouvaient donner une image, évidemment, mais beaucoup plus précise et plus prégnante de ce que se représentait l'héroïne. Donc ce n'est pas des dessins qui illustrent l'action, tellement, on ne voit pas les choses qui se passent, mais on voit des choses qu'elle s'imagine au moment où ça se passe. Et elle s'imagine pas mal de choses, parce que bon, c'est son tempérament, et puis il arrive aussi des choses assez bizarres. Donc c'est le côté plutôt, justement, imaginaire, comment dire, presque onirique de cette expérience qui se retrouve dans les dessins. Donc je pensais que ça avait une utilité, enfin que ça avait un sens d'avoir des dessins, justement parce qu'il y avait cette espèce d'activité et d'imagination importante de l'héroïne, et qui explique d'ailleurs pour une part les mésaventures qui lui arrivent, parce qu'elle se raconte des histoires, quoi, parce qu'elle se fait un film, enfin, elle s'imagine des choses. Et que j'ai commencé à publier le feuilleton à un moment où j'avais déjà peut-être un tiers du livre à peu près écrit, mais d'une part, j'ai pas cessé de le revoir, de le couper, etc., en le publiant, et puis au bout donc de je sais pas, un mois ou deux mois, j'avais plus tellement d'avance, donc j'ai vraiment écrit à peu près au rythme, avec une ou deux semaines d'avance, mais au rythme de la mise en ligne. Mais en même temps, c'est une histoire sur laquelle j'ai travaillé pendant très longtemps avant, et que j'ai abandonné pour écrire deux autres livres, Les Jumelles et Après vous, parce que j'étais bloqué à un moment, c'est très clair d'ailleurs, c'est le moment central justement de la révolte des objets. Alors ça paraît assez comique, je pense, tel que je l'ai raconté, mais en fait c'est une chose qui moi m'angoisse carrément, et j'avais une espèce de je sais pas comment dire, de terreur sacrée au moment d'arriver à cet endroit, une peur de devenir fou moi-même, peut-être, je sais pas. Donc je m'étais interrompu pendant 2 ans,
Et l'idée d'en faire un feuilleton, qui n'était pas une idée que j'avais eue tout de suite, m'a permis de reprendre ça de façon plus fluide et puis de lui donner aussi, je pense, une légèreté qu'il n'avait pas. Mais dans cette histoire, là où c'est amusant pour moi, hein, je ne sais pas si ça l'est pour les gens, mais c'est que je suis aussi son mari. Je peux tout à fait m'identifier aussi avec le mari bonimenteur, disons. Et puis avec les autres. Hein, c'est-à-dire que, évidemment, je suis très en empathie, en quelque sorte, avec le personnage principal, mais avec tous. Il n'y a pas de modèle, c'est-à-dire je ne peux pas dire tel personnage, c'est une transposition de telle personne réelle ou de telle histoire de ma vie. À chaque fois, c'est des petits éléments qui forment une mosaïque et qui se mêlent. Donc, tout est pris dans des choses vécues et rien ne ressemble vraiment non plus à des choses vécues. Mais là, c'est moi. À plein d'égards. Hein, disons que je suis peut-être le côté le plus négatif de Daniela. Voilà. Son côté le plus sombre, sans doute ce que je connais le mieux. Donc j'ai voulu un personnage à la fois dont je puisse comprendre la fragilité ou les failles, et puis qui en même temps me plaise. Donc c'est là où il y a quelque chose de tout à fait paradoxal, c'est que en même temps c'est une femme, une jeune femme assez jolie, et donc c'est quelqu'un que je peux voir tout à fait à distance. Et voilà, c'est ça qui est intéressant dans la fiction, c'est pas l'identification, et c'est pas non plus la maîtrise et le contrôle extérieur, c'est des choses qui se passent entre les deux et qui déjouent à la fois l'identification et puis le contrôle, quoi. Donc c'est pas une marionnette, c'est pas moi, c'est un petit peu moi, un petit peu d'autres. C'est aussi des femmes que j'ai connues, alors, très précisément. J'ai connu au moins une ou deux personnes qui étaient assez proches de ce personnage. Donc tout est bon pour faire ma tambouille.